Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence consacrée au sujet du pouvoir d'achat des agents et de l'attractivité des territoires, donc organisée par VK en partenariat avec Edenred. Donc peut-être un mot sur l'aspect pratique des questions que vous pourrez poser, c'est vraiment le but de cette webconférence, hein. C'est un maximum d'interactivité et donc de questions que vous pouvez poser au cours des présentations. Questions, mais qui peuvent aussi des fois des constats, hein. Mais l'idée, c'est quand même plus des questions. Donc, d'un point de vue technique, vous pouvez utiliser donc, dans l'interface Go, je vais trop vite, comme souvent, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions, vous voyez, on ne peut pas se tromper, que vous pouvez voir à droite, hein, si je ne dis pas de bêtises, dans l'interface Go to Webinar, à droite de votre écran. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas tout au long de la webconférence. Juste un mot aussi pour vous dire, on commence tout juste, mais pour vous dire que vous pourrez revoir cette webconférence d'ici les prochains jours. On vous enverra un mail avec le lien de cette webconférence et elle sera également mise en ligne sur le site de VK. Donc peut-être quelques mots sur le thème de cette webconférence, donc sur l'attractivité et le pouvoir d'achat des agents. Effectivement, le premier facteur d'attractivité des collectivités vis-à-vis des agents, c'est évidemment le pouvoir d'achat. On va voir que ce n'est pas uniquement ça, mais on voit que c'est un aspect très important. Alors, pouvoir d'achat, évidemment, on pense tout de suite à la rémunération, et notamment via le RIFSEP, ça on en parlera un petit peu avec nos intervenants, de voir ce qui est possible de faire, de voir, parce qu'il y a des variantes effectivement selon les collectivités, notamment un de nos exemples nous dira quelques mots sur le CIA, le CIA, j'ai un trou, complément indemnitaire annuel. C'est grave faux, ça je devrais le savoir. Donc sur la ville de Pontoise, et on verra qu'effectivement il peut être assez important. Donc il y a quand même quelques marges de manœuvre. Donc ça c'est le premier élément important du pouvoir d'achat. Le second, ce sont effectivement les prestations d'action sociale. Nous avons déjà fait des webconférences spécifiquement sur ces prestations d'action sociale. Donc elles sont attribuées aux agents. On sait que leur champ est très très vaste. On sait qu'il y a un cadre légal, mais qui laisse quand même une certaine liberté aux collectivités. Donc les collectivités sont libres de déterminer leur nature et leur montant, évidemment dans le cadre prévu par la loi. Donc quand même, les collectivités de plus en plus prennent conscience de l'importance de ce levier, justement par rapport à l'attractivité pour elles, et sur le niveau et l'étendue des prestations qui sont possibles. On verra qu'effectivement, c'est plus facile de prime abord pour une collectivité plus importante. Mais on verra aussi que c'est possible aussi au niveau de plus petites collectivités, peut-être pas toujours avec les mêmes types de prestations, mais que quelle que soit la partie du territoire ou la taille de la collectivité, ces prestations sont également possibles. Donc, toujours sur l'attractivité, on va voir que malgré l'importance de ce pouvoir d'achat, il n'est pas suffisant en tant que tel. Donc, on va avoir deux exemples qui nous montreront que l'attractivité aussi repose sur une politique RH dynamique de la collectivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on le fera tout à l'heure, mais dynamisme sur l'accompagnement des agents, sur l'évolution de carrière, sur la formation, bon, beaucoup de choses, mais on verra que c'est quelque chose aussi d'extrêmement important et que, effectivement, ces dernières années, peut-être les choses ont évolué. Et de façon plus globale, parce que l'idée, c'est quand même de faire venir des agents via des recrutements, mais également, c'est ça que j'ai oublié de le dire, de les fidéliser aussi. Donc, je reviens un instant sur la politique RH, je disais un mot précédemment. L'idée, c'est aussi que les agents soient bien et ne partent pas dans d'autres collectivités. Donc, dernier point aussi important, c'est le dynamisme de la collectivité. Tous ses attraits, que ce soit son patrimoine, ses équipements, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de choses possibles qui sont vraies pour les habitants, mais qui sont également vraies pour les agents pour venir et y vivre. Donc, voilà. Pour nous parler de tout ça, donc, nous aurons deux intervenants. Donc, que je vous présente tout de suite. Donc, tout d'abord, Stéphanie Berruet, qui est responsable GPEC et conditions de travail à la ville de Pontoise. Juste un mot pour dire que vous êtes dans cette ville depuis peu, depuis 1 an, et je trouve que c'était intéressant de le souligner, vous étiez dans le secteur privé avant.
Donc, je ne dis pas que tout ce que vous avez mis en place s'explique par ça, mais on va dire que ça peut avoir parfois une incidence d'avoir cet autre regard. Un peu différente, oui. Effectivement, un regard différent de la collectivité. Et vous m'avez dit que aussi votre DRH aussi venait de l'État. Donc, voilà. Je trouve que c'était un tandem intéressant à souligner. Donc, second intervenant, Michel Gussin, donc directeur de l'environnement social du travail au pôle RH du département des Hauts-de-Seine. Donc, c'est vrai que cette direction est assez originale. Bon, ça sera une des choses qui va nous présenter. Donc, c'est une direction qui est un petit peu autonome, évidemment rattachée à la RH, mais qui a une existence en tant que telle et qui s'occupe de différents points, dont les prestations d'action sociale, mais également beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai que cette organisation, comment dire, c'est au-delà d'une simple question d'organisation. Ça conditionne aussi la politique que vous mettez en place dans votre collectivité. Donc, je suis un peu long, donc ce que je vais faire, c'est tout de suite vous donner la parole, Stéphanie Bérouet. Peut-être que par moment, on aura des questions, donc je serai amené à vous interrompre. Et voilà, donc je vous donne la parole pour présenter votre ville. Alors, que vous faites. Petit propos introductif d'abord, il est important, on parle de pouvoir d'achat et d'attractivité, de rappeler l'importance de ce sujet, qui est un sujet, qui sont deux sujets finalement, parce que le pouvoir d'achat et l'attractivité, ça peut être, bon, c'est en lien évidemment, ça peut être décorrélé, de rappeler l'importance actuelle, les enjeux en partant du constat. Donc venant, comme vous l'avez dit, du privé, je peux notamment témoigner de la perception qui peut être erronée, en tout cas de la fonction publique, avec quand même assez hiérarchisée, ça c'est un fait, et notamment des nouvelles générations, une vision peu moderne, peu agile, et puis un impact de la vision finalement du fonctionnaire qu'on peut avoir et qui peut finalement biaiser cette attractivité, en tout cas des personnes qui ne viennent pas de la fonction publique. Le fameux fonctionnaire bashing dont on parle souvent. Ouais. Dont on parle souvent. Voilà, une méconnaissance également des métiers et des possibilités de carrière. On sait que dans la fonction publique territoriale, on a plus de 250 métiers. C'est très peu connu, en tout cas, de l'extérieur. Ça, c'est un constat également. En interne, on a, pour des agents qui sont déjà présents, le sentiment de la dégradation des conditions de travail, qui est un fait, en tout cas, qui continue avec les années, et puis les contraintes financières accrues qu'on connaît aussi des collectivités. En parallèle, on a des enjeux qui sont forts, on a des enjeux de recrutement, notamment avec les départs en retraite qui vont arriver, on va avoir de nombreux départs en retraite, des difficultés de recrutement qui sont de plus en plus fortes, les RH qui m'entendent savent de quoi je parle, les salaires qui sont moins attractifs que dans le privé, donc ça pour attirer c'est un peu difficile, il faut trouver d'autres biais. Et puis, on l'a dit tout à l'heure au début, en propos introductif, mais une importance de la fidélisation des agents qui sont déjà présents, qui vont de plus en plus être amenés à aller comparer ce qui se fait ailleurs dans d'autres collectivités, etc., ou même dans le privé. Et donc, comment on fidélise, comment on accompagne. Donc voilà, sur ce propos, avec ça, on a différents leviers d'attractivité. Qui sont donc en deux parties, je dirais le pouvoir d'achat, c'est la slide suivante. En termes de pouvoir d'achat et en termes finalement d'autres choses qui ne sont pas forcément liées au pouvoir d'achat, qui peuvent avoir un impact, mais qui ne sont pas directement sur le pouvoir d'achat. On va voir, on en a parlé, le RIFSEP. La mise en place du RIFSEP, ça a été un atout et une opportunité finalement pour les collectivités territoriales de mettre en place des choses et en tout cas d'être plus attractifs vis-à-vis de l'extérieur. Il faut rappeler qu'il n'y a pas moins de 13 primes qui sont concernées par la partie IFSE du RIFSEP. Et donc, pour alléger finalement ce calcul, ce millefeuille de calcul de régime indemnitaire et gagner en transparence en externe. Et puis, on a la partie CIA, on l'a dit aussi, le complément indemnitaire annuel, qui est la partie un peu bonus du privé, qui permet finalement de récompenser la manière de servir et l'engagement, pardon, à l'implication des agents, et qui est primordial aussi en termes de pouvoir d'achat. Ça donne finalement un petit peu d'air aux collectivités
qui sont quand même assez contraintes finalement par le statut, voilà, et de permettre un petit peu et d'en gagner en transparence, mais aussi dans souplesse des régimes en fonction des collectivités et de la manière dont elles l'ont appliqué. Voilà, Pontoise a fait un choix assez particulier sur ce côté-là, mais justement pour donner en souplesse et pour donner finalement un peu de mou pour les agents et qui sont déjà finalement en place, et puis pour attirer les nouveaux talents. C'est récent hein, chez vous. Ça fait de mars 2019, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et puis après, il y a tout ce qui est prestations sociales. Ça, c'est les aides finalement complémentaires. C'est un outil de valorisation important sur le pouvoir d'achat parce que ça peut à la fois aider des personnes en situation en besoin, en situation précaire, on va dire, par différentes aides que peuvent proposer. Là, on parle, nous particulièrement du CNAS, mais on a d'autres acteurs finalement sur le marché. Et puis, en termes d'œuvres sociales, on peut adhérer à d'autres organismes d'œuvre sociale qui peuvent aider dans les loisirs ou dans un tas d'autres choses et qui peuvent finalement aider les agents des collectivités dans leur quotidien, dans leurs sorties, dans leurs loisirs, dans leurs vacances. Mais ça peut aussi faire un peu de souffle, en tout cas au budget. Parce que vous avez aussi un comité d'œuvre sociale, donc le CNAS. Et un autre en interne, tout à fait. Oui, moi c'est 3 villes. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, je vais peut-être en parler un petit peu plus tard sur les outils. Là, j'essaie de parler un petit peu du cadre général de ce qui est possible. Mais effectivement, nous, on a fait le choix d'en avoir plusieurs. Voilà. Historiquement, c'était le choix de la collectivité. On a d'autres leviers d'attractivité. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Ça peut être le dynamisme de la collectivité, quelle qu'elle soit. Hein. C'est important pour les agents de savoir qu'on a des choses qui sont mises en place, qui changent, des projets, un nouveau souffle systématiquement, que ce soit dans tous les services d'ailleurs, parce que souvent c'est toujours un peu les mêmes services, l'événementiel, il faut beaucoup de choses, mais il y a des projets, ça peut concerner d'autres services. Tout ce qui est action de formation à l'embauche, tout ce qui est action, alors nous particulièrement on en fait beaucoup, mais c'est important pour les nouveaux agents, en tout cas ceux qui ne viennent pas forcément de des collectivités territoriales, de dire on prend en charge les formations, on prend en charge un certain nombre de choses, donc ça va finalement dédramatiser le côté j'entre dans une collectivité mais j'y connais rien, etc. Donc on a quand même tout un parcours d'intégration qui est important finalement pour les nouveaux recrutés. Plus l'idée de fidélisation dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Avec la préparation aussi au concours, puisque dans la fonction publique, on reste contractuel. Bon, là, avec les réformes, ça va peut-être changer, mais en tout cas, on reste contraint à passer un concours, etc. et accompagner les agents. On va vous accompagner. Il y a des préparations au concours qui sont possibles. Et bien, effectivement, oui, ça fidélise. Et puis, encore une fois, ça permet d'avoir un argument supplémentaire, on va dire, par rapport à des concurrences d'autres collectivités, il faut le dire, et puis par rapport au privé. On verra, il y a des points communs, effectivement, avec le département des Hauts-de-Seine. On voit que cette politique RH est très, très importante aussi. Ça fait partie du dynamisme aussi. Ouais. Il y a aussi le financement de VAE qui sont importants pour des personnes qui ont envie de se confirmer dans un métier. L'accompagnement à des carrières, à des mobilités aussi, en disant voilà, on vous accompagnera aussi après à développer votre carrière et à faire un parcours de carrière au sein de la collectivité ou des collectivités, parce qu'il y a aussi beaucoup de passerelles entre les fonctions publiques. C'est important de le rappeler aussi, encore une fois, aux personnes qui viennent du privé. Et puis voilà, tout ce qui est action, conditions de travail, on l'a dit, les collectivités, en tout cas les agents ressentent dégradation de leurs conditions de travail. Toutes les actions qui peuvent être menées dans ce cadre-là pour montrer qu'on a un réel intérêt et sur la santé, mais et sur les conditions de travail générales, c'est très important et ça peut faire réellement la différence d'une collectivité à l'autre, pour fidéliser, mais pour attirer. Et je pense que ça, c'est une clé parce que les personnes, que ce soit les nouvelles générations ou les autres, mais ça c'est un phénomène de société, c'est des questions qui sont de plus en plus importantes pour les agents et même parfois plus importantes même que la rémunération. La condition de travail, l'ambiance de travail et tout ce qu'il va y avoir autour vont primer. Alors, moi, je le vois en termes de recrutement, peuvent primer vraiment par rapport à une collectivité à l'autre quand on fait un recrutement. C'est une notion de bien-être au sens large du terme. Bien-être au travail, c'est ça, exactement. Donc, on va parler de l'exemple de Pontoise. Alors, Pontoise, c'est une ville attractive. Je vais en parler vite parce que c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important quand on a une collectivité dans laquelle on peut avoir des atouts type. Alors, Pontoise, c'est une ville d'art et d'histoire. Il y a certains métiers
pas forcément pour tous, mais en tout cas dont ce statut, cette histoire est un plus. Donc quand on a quelque chose, alors là c'est l'exemple de la ville d'Arrêt d'Histoire, mais chaque collectivité, je pense, a quelque chose à vendre, entre guillemets, ou à mettre en avant, ou à valoriser. Et c'est important de le valoriser parce qu'on peut être fier, et la fierté de travailler dans une collectivité, telle qu'elle soit, pour telle ou telle raison, est importante. Donc, en tout cas, chez Pontoise, c'est la ville d'Art et d'Histoire, qui a également 3 fleurs. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites. Ça montre le dynamisme de la ville. Ça montre aussi son histoire et tout ce qu'on peut valoriser, en fait, auprès de la ville. Donc, ça, c'est un atout d'une ville qui peuvent être attractive, ou en tout cas, pour laquelle les gens vont aller postuler ou penser d'abord à Pontoise pour telle ou telle raison. Mais il y a également tout ce qui va être projet, le dynamisme par rapport à l'attractivité. Pardon, il y a j'étais trop vite. question peut-être. Non, c'était. Non, mais c'est la question qu'on posera à tous les internautes. Ce n'est pas une question d'un internaute en tant que. D'accord, pardon. Excusez-moi. Non, c'était. Voilà. Et les projets, donc, du coup, des villes qui peuvent être mis en avant, encore une fois, c'est l'ensemble des projets, le dynamisme évidemment porté par les élus et la direction, mais qui peuvent concerner un ou plusieurs services. Et plus une ville a des projets, plus on en parle également, et plus ça peut attirer, parce que voilà, nous par exemple à Pontoise, on a les Olympiades en 2020, on va avoir la mise en place d'un nouveau parking en ville, on va avoir un nouveau groupe scolaire qui va s'ouvrir, on a des programmes de rénovation, voilà. Donc ça montre aussi que la ville bouge, qu'on va avoir beaucoup de choses à faire et à mettre en place, et ça au contraire ça attire. J'ai juste une première question là, qui arrive elle est très précise, hein, c'est sur la VE. Quand vous avez dit vous financiez la VE, on m'a demandé dans quelle proportion vous financez la VE. Alors, je n'ai pas de chiffres parce que ça dépend des années, et ça dépend des demandes, ça dépend du projet de l'agent. En fait, ça va être plus la manière dont l'agent va l'expliquer. C'est du sur-mesure, en fait. C'est complètement du sur-mesure. Donc, chaque année, on finance plus ou moins des VAE. Alors, on n'a pas forcément non plus énormément de demandes, mais quand on a des demandes, on les étudie. Et si le projet il est construit, si l'agent fait preuve d'intérêt voilà, pour la ville et aussi de s'investir finalement dans cette VAE, on va le financer, parce qu'une VAE, il faut que ça aille au bout. On ne peut pas investir si on n'est pas sûr de la motivation. Donc, je n'ai pas de proportion à donner, ça va dépendre à chaque fois. Mais on va faire, ce qui prouve que ce n'est pas dans un cadre. Non. D'accord. Ça fait partie du plan de formation général. Ok, donc là, on arrive, j'avais été un peu vite. Donc, la première question qu'on vous pose, qui est donc pas à vous deux, à tous les internautes, en plus vous avez déjà répondu, avez-vous mis en place des prestations d'action sociale en faveur des agents dans votre collectivité? Et vous voyez à l'écran lesquelles on vous fait un certain nombre de propositions. Donc ça, on aura les résultats assez rapidement, on peut continuer. Donc, on revient sur Pontoise. Oui. Donc, j'ai parlé des projets rapidement, hein, et les événements annuels qu'on peut mettre aussi en avant, qui font le dynamisme de la ville, et pour les administrés, mais également pour les agents, parce que les agents peuvent aussi se retrouver dans une ville où il fait bon vivre, où il y a des animations, où on se retrouve le week-end ou le soir entre collègues pour aller faire des activités organisées par la ville. Tout ça, ça montre le dynamisme de la ville. Et l'importance de tout ce qui est équipement scolaire et petite enfance. On sait que ça, c'est très important. Tout à fait. Et puis, on a aussi beaucoup de personnes. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les collectivités. Nous, on est un peu excentré de Paris, donc voilà, mais on a quand même aussi beaucoup d'agents qui vivent dans la ville dans laquelle ils travaillent. Donc, ils ont également l'attrait pontoisien et l'attrait agent de la ville. Mais ça rend fier finalement aussi de voir qu'une ville est dynamique et fait des choses. Voilà, on est fiers de travailler pour la ville en question. Donc voilà, j'ai passé vite parce que ce n'est pas le sujet, mais ça fait partie finalement de l'attractivité. Ça n'a pas à dire avec le pouvoir d'achat directement, mais voilà. Je continue. Oui, tout à fait. Ou les développer encore un peu plus. Non, c'est bon. Sauf s'il y a des questions. Mais voilà. Donc nous, personnellement, on a donc deux leviers dont j'ai parlé tout à l'heure de manière plus générale. On va avoir les prestations sociales, on adhère au CNAS, donc qui propose
beaucoup de prestations, encore une fois, que ce soit en termes d'aide pour des personnes en difficulté, pour des prêts, pour des choses comme ça, des aides également pour les gardes d'enfants, voilà, donc on a pas mal en fonction de chaque agent en fait peut se retrouver en fonction de son cas parce qu'il y a presque une aide par agent ou une possibilité, donc c'est assez intéressant pour ça parce qu'ils répondent vraiment à tous les cas de figure. Selon leurs âges, leurs besoins. Voilà, les besoins qui changent aussi selon la vie, donc c'est important. Et puis évidemment, tout l'aspect loisir qui est important, mais ça peut réellement avoir un impact parce que c'est forcément des prix intéressants et quand on a envie de sortir, ça peut faire la différence parce qu'on n'a pas forcément les moyens, on a un budget serré, etc. Donc tout ça, c'est des choses à mettre en avant. On a une subvention, alors ce qu'on appelle l'amicale chez nous, c'est un comité d'œuvre sociale qui effectivement se partage, qui est un collectivité et qui permet, alors là, on a le choix d'être adhérent en tant qu'agent de la ville. C'est une participation en fait annuelle et qui permet d'avoir accès de manière très intéressante à des animations qu'ils organisent, que ce soit des sorties, que ce soit des chèques cadeaux, ils donnent des cadeaux effectivement aussi selon les thèmes, fête des mères, Noël, etc. Donc c'est des prestations intéressantes et puis il y a effectivement les loisirs, les voyages, donc ils sont assez actifs et ça peut aussi voilà, jouer en termes de pouvoir d'achat pour donner en tout cas les possibilités à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à ces choses-là. Et donc là, ça ne joue pas directement sur le pouvoir d'achat, mais quand même, ça permet en fait de gagner en qualité, on va dire, de vie pour les agents. Et puis les tickets restaurants, ça c'est aussi le choix de la collectivité. On n'a pas de restaurant d'entreprise, donc on a mis en place les tickets restaurants et c'est un complément important. On a quand même la plupart des agents qui choisissent de prendre les tickets restaurants en plus. Donc là, c'est plus sur les prestations sociales, donc ce qui joue sur le pouvoir d'achat. J'ai une réaction sur une question sur l'amicale. Donc l'amicale, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est un COS, un comité d'œuvre sociale. Oui. Et la question est effectivement entre le CNAS et l'amicale. C'est complémentaire? Est-ce que c'est pas concurrent dans les prestations? Bon. C'est pas concurrent, non, parce que c'est pas les mêmes prestations. Les aides, alors je peux donner quelques exemples. On va avoir l'organisation de l'auto, on va avoir l'organisation, la participation à des spectacles qui peuvent avoir lieu dans la ville, par exemple. C'est plus local. On va avoir à Noël, on va avoir le cadeau de Noël pour les enfants, on va avoir les cadeaux de fête des mères. Le CNAS ne propose pas ça directement, il va plutôt proposer de manière plus générale et plus nationale, finalement, l'accès à des parcs de jeux, à des aides pour les vacances, voilà, en compensation. C'est-à-dire que c'est complémentaire, ils ne sont pas du tout sur les mêmes prestations. En tout cas, si on a fait le choix d'avoir les deux, c'est pour compléter la gamme finalement. Ouais, mais il n'y a jamais deux prestations qui vont être les mêmes. Les questions continuent, hein, vous voyez, ça suscite la curiosité. Quel budget donnez-vous par agent à l'amicale environ? Alors, j'ai pas de chiffres là, oui, j'ai pas les chiffres en tête là, je suis navrée. En budget par agent, je pourrais l'avoir, mais là, je l'ai pas en tête. Ou le budget global, je sais pas si vous l'avez. Non, c'est ça en fait. Ouais. Je pourrais le diviser par agent. Oui, je connais mon nombre d'agents. Non, là tout de suite, je sais pas. Par contre, j'ai à peu près la participation pour le CNAS. On est autour de 1,5% de la masse salariale. D'accord. À peu près. Pour l'amicale, je ne saurais pas vous répondre là tout de suite. Je suis navrée. J'ai pas le chiffre en tête. D'accord. Alors oui, de temps en temps, on a des questions très pointues. Hein. Ah oui, j'ai le résultat du questionnaire qu'on a posé à tous les internautes. Avez-vous mis en place des prestations d'action sociale en faveur des agents dans votre collectivité? C'est pas une grosse surprise. Hein. Le titre restaurant arrive en première position avec 50, mais arrive proche les bons d'achat, chèque cadeau 43%, chèque emploi service universel 36%, carte carburant 0, carte pressing 0. C'est vrai que c'est des choses beaucoup plus récentes et qui peuvent paraître, j'allais dire anecdotique, c'est peut-être pas le bon terme, mais on aurait cru quand même que ça pouvait être quelques pourcents. Il n'y a que 50% finalement des titres restaurants. Oui, c'est vrai que moi personnellement, ça ne me surprend pas que ce soit en première position, mais j'aurais cru qu'il y aurait eu un différentiel le plus important par rapport aux autres. Je ne sais pas comment vous réagissez. Après, ça dépend
si la collectivité a un restaurant bien sûr, un restaurant administratif, accès à un restaurant inter-entreprise ou inter-administratif, ça peut un peu pondérer le résultat. Ça peut impacter les réponses au sondage. Vous êtes sur la même réaction, peut-être sur les. Oui, je trouve que c'est peu en fait. Alors, je ne sais pas si certaines collectivités du coup ne proposent rien du tout. Et là, peut-être que voilà, ça peut être un levier, en tout cas pour la collectivité. Oui, si elles ne l'ont pas, si elles n'ont ni l'un ni l'autre. Là, pour le coup, c'est une vraie question qui va se poser, je pense, parce que ça peut faire une vraie différence. Et sur les résultats des autres, bons d'achat, chèque cadeau, parce que c'est vrai que 43%, c'est. Les bons d'achat, ça peut être lié à l'inverse, c'est peut-être élevé comme résultat, je ne sais pas. Non, ça me paraît assez logique. Ça me paraît modeste parce que dès qu'on met en place des événements, on arrive vite à la solution du chèque cadeau. Donc, c'est vraiment même une modalité de mise en œuvre des prestations sociales qu'on devrait trouver même peut-être plus prononcée dans un résultat. Ça me fait penser parce que, comme j'avais dit dans la présentation, l'idée c'est, on voit qu'il existe aussi des choses dans les plus petites collectivités, parce qu'effectivement vous représentez quand même de collectivités, on va dire, plutôt importantes. Et c'est vrai que j'avais oublié de préciser que c'est une des compétences facultatives des centres de gestion, l'action sociale. Donc ça peut être un moyen effectivement d'avoir une politique pour les petites communes. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que peu de centres de gestion ont cette compétence, elles la prennent en charge en tant que telle. Mais effectivement, c'est une solution qui peut être, dans certains cas, intéressante, disons. Je continue. Voilà, les autres du coup, leviers dont on peut parler pour l'attractivité, voilà, politique RH. En tout cas, chez nous, on a donc tout ce qui est assistante sociale et médecin de prévention, par le CIG. Mais c'est important parce que l'assistante sociale reçoit les agents pour diverses raisons, en difficulté bien sûr, mais pour d'autres raisons, que ce soit du budget, du logement, etc. C'est un plus de donner cette possibilité aux agents d'avoir un interlocuteur qui n'est pas employeur et qui peut les aider au quotidien, et on a un bon ressenti de ce côté-là. On a tout ce qui va être en une convention avec un psychologue également pour des personnes qui peuvent être en difficulté. Donc voilà, on le propose en tout cas aux agents, et puis via notre assurance statutaire, la possibilité d'avoir des mises en place. Là, c'est pour vraiment les chocs psychologiques qui peuvent avoir lieu lors de l'activité. Malheureusement, on peut en avoir et on en a de temps en temps. Voilà, un suivi par un psychologue dans certains cas. Voilà, donc ça fait partie des conditions de travail et du bien-être, et on peut être amené à le solliciter quand on en a besoin. Et en tout cas, il faut réellement, je pense, être attentif à ces sujets de bien-être et de voilà. Tout ce qui est mutuelle, on a une mutuelle d'entreprise de collectivité qui propose plusieurs couvertures qui permettent de s'adapter au budget et aux besoins de chacun. Et ça, c'est important parce que chaque agent est différent, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes soucis de santé, et du coup, de pouvoir moduler, ça peut être une clé. Ça joue aussi indirectement sur le pouvoir d'achat. Et donc, ça peut être aussi un levier pour la collectivité qui dit, bon, bah voilà, en fonction de ma mutuelle, je vais proposer 2-3 possibilités différentes, et ce qui permettra à l'agent de répondre au mieux à son besoin. Comme pour le mutuelle santé prévoyance ou santé? Alors, on peut avoir les deux. Nous, on a la santé et la prévoyance, effectivement. Là, sur ce côté-là, c'est plus la santé que je mets en avant, parce que ça peut être les remboursements. Il y a des personnes qui ont beaucoup de net. Moi, je mettrais plus. Avec Michel Bussin, on en parlera, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez développé chez vous. On a aussi la prévoyance. Mais effectivement, là, je parlais plus côté santé. Tout ce qui va être aussi politique de prévention active, de l'attention qu'on a envers les agents, alors que ce soit dans les formations par exemple aux gestes et postures pour les métiers qui peuvent être difficiles. On a également tout ce qui va être accompagnement des agents dans les reclassements, dans les mi-temps thérapeutiques, dans tout ce qui va être retour à l'emploi, maintien dans l'emploi, ce qui est important en termes de levée d'attractivité et de fidélisation des agents aussi. Une politique de formation très dynamique et très individualisée. On l'a parlé pour la VAE tout à l'heure, mais ça, c'est le cas sur tous les
finalement tous les dispositifs. Pour nous, c'est important de répondre à chaque agent individuellement et que le parcours soit individualisé. On finance effectivement des VAE, de la préparation au concours, mais que ce soit pour les titulaires et les contractuels. C'est important également parce que les contractuels, il faut aussi les fidéliser. Et également, on va les attirer, bien sûr. Une politique axée sur la mobilité et la gestion de carrière. On se forme nous-mêmes RH à la gestion de carrière parce que c'est un sujet qui est très important pour que ce soit dans le maintien dans l'emploi, mais aussi pour dynamiser finalement le parcours des agents. On met en place de plus en plus d'immersion aussi sur le travail pour que les personnes s'en rendent compte de ce que sont les différents métiers. Voilà, c'est des leviers également. Alors, ça peut jouer sur le pouvoir d'achat également, parce que si les personnes évoluent dans leur travail, ils peuvent aussi gagner en termes de régime indemnitaire. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qui ont un impact indirect. Tous les événements annuels, ça, c'est important. Si la collectivité est dynamique dans ce sens-là, on met en place, par exemple, des barbecues. Une fois par an, tous les agents se retrouvent pour un moment convivial ensemble. C'est important ces moments de convivialité-là. Bon, il y en a évidemment interservices, réguliers aussi. On a organisé l'année dernière un forum sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être, avec des intervenants qui sont venus nous parler du bien-être, des ostéopathes, enfin, voilà, des masseurs, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on va reprogrammer dans les prochaines années parce que c'est des choses qui sont importantes et que pour que les agents puissent finalement avoir conscience qu'on s'occupe réellement de leur santé au travail et de leur bien-être en règle générale. On peut avoir aussi, alors nous c'est ce qu'on fait, ça c'est un levier qui ne coûte rien à la collectivité entre guillemets, mais qui peut vraiment faire une différence et également sur le pouvoir d'achat, c'est l'accès à des équipements de la commune pour les agents. C'est-à-dire qu'on a des salles de sport, et ben on a un créneau qui est réservé pour les agents, ce qui permet directement de ne pas payer un abonnement à la salle de sport et avoir un impact finalement sur leur pouvoir d'achat. Donc c'est des petites choses qu'on peut mettre, des petits leviers qu'on peut mettre en place et qui sont assez bien perçus, assez bien perçus pour les agents. Et puis, voilà, tout ce qui est politique d'accueil des travailleurs handicapés, encore une fois, je reparle du maintien dans l'emploi, mais toutes ces choses-là qui permettent vraiment d'accompagner les agents d'une manière individualisée, ça peut jouer sur évidemment le maintien dans l'emploi et la fidélisation des agents, mais également attirer, parce que c'est des politiques qui savent, le bouche à oreille parle, et puis on peut attirer aussi de ce côté-là. J'ai à nouveau des questions. Alors, des fois, il y a des questions très pointues. Est-il possible de donner accès aux agents travaillant en restauration scolaire des tickets restaurants? Et si oui, sur quelle base? C'est vrai que je n'aurais pas pensé. Si les agents peuvent manger, s'il est prévu en fait dans certaines collectivités qu'ils aient un plateau repas ou qu'ils puissent manger sur place. Donc là, ça va dépendre réellement de la politique interne. On peut évidemment le mettre en place, mais ça ne peut pas faire doublon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus donner deux avantages qui rentrent dans le même données. C'est ça, c'est s'il y a l'accès à une restauration collective qui est proposée, ce qui est souvent le cas, enfin nous, les collèges, ce qui est le cas, mais en commune, qui peut être aussi le cas, ça exclut la possibilité de bénéfice des titres restaurants. Ok. J'ai une autre question sur la mutuelle, mais c'est vrai que le temps court vite, évidemment. Donc, ce que je propose, c'est, tout à l'heure, on l'abordera quand vous aborderez aussi cet aspect sur le département des Hauts-de-Seine. Donc, je vous propose tout de suite de commencer votre présentation. Donc, Michel Dussin, donc directeur de l'environnement social du travail. Donc, quelques mots sur cette organisation. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire que c'est assez original quand même, ce retour en régie directe pour les activités de prestations sociales. Donc, je vais venir justement par une présentation un peu de l'organisation, du choix d'organisation de la collectivité par rapport à la qualité de vie au travail au sens large et pour faire un retour d'expérience avant d'aborder effectivement le sujet de l'attractivité par les prestations sociales, mais pas seulement. Donc effectivement, nous on a fait un choix dans le cadre d'une organisation il y a 4 ans d'avoir une direction des ressources humaines qui comprend le recrutement, l'emploi, la formation, mais aussi après tout ce qui est la rémunération et le statut de carrière de manière classique. Et à côté, donc une direction
de l'environnement social du travail, donc qui est rattaché dans ce pôle, avec une direction des ressources humaines, une direction de l'environnement social du travail, et puis d'autres directions à connotation financière. Donc là, cette direction a réuni des services qui existaient déjà auparavant. Donc c'est pas une création, enfin, on ne part pas de zéro, c'est une poursuite d'un travail, d'une politique qui était menée par le passé. Une autre cohérence. Mais une autre cohérence avec la volonté de réunir les services qu'on considère comme les principaux acteurs de la qualité de vie au travail pour renforcer la synergie entre ces acteurs-là. Donc on retrouve le service de médecine professionnelle préventive, le service de prévention des risques professionnels, le service accompagnement social et handicap et le service de prestations sociales. Donc, on a fait effectivement, nous, le choix d'une gestion directe. Donc, on le retrouve avec le service des prestations sociales qui est pour nous le fruit de l'internalisation d'une association qui jouait le rôle du comité d'entreprise. Donc, voilà, on a fait ce choix-là qui nous permet, on verra, d'avoir une intégration plus complète et avec les autres dans la collectivité par rapport à la politique menée et dans la synergie avec les autres services concernés. Mais à votre connaissance, c'est fréquent ce fonctionnement en régie directe, parce qu'on est souvent sur le statut associatif, un classique du COS. Et donc ce retour-là, à votre connaissance… Non, je pense qu'on est très peu de collectivité. C'est le sentiment que j'avais comme ça, et je pense qu'il n'y a pas de stats. Un benchmark exhaustif à la matière, mais je pense qu'on est une rare collectivité à avoir fait ce choix-là. Donc, ça fait 4 ans, donc vous avez déjà un peu un retour. Là, l'idée, c'est de dire les avantages, inconvénients. Alors, l'un des avantages, effectivement, c'est que c'est devient un acteur qui fait partie intégrante de la collectivité, que ça nous permet à la collectivité, aux élus, dans la définition des prestations et les modalités de mise en œuvre, d'avoir une plus grande marge de décision en étant en régie, de pouvoir évaluer en direct les effets escomptés et obtenus. Après, c'est vrai que c'est un particularisme où on doit se confronter à mener les actions, les prestations avec les contraintes à la fois du statut, des marchés publics, du droit en général. Oui, moins de souplesse de l'activité que le statut associatif. Voilà. Mais ça permet d'être plus ancré dans la collectivité. Oui, c'est pas quelque chose à côté, voilà, c'est au sein de la collectivité. D'accord. Et de faire le lien beaucoup plus, notamment avec le service accompagnement social et handicap, où là on est plus sur effectivement les prestations sociales, mais vraiment l'accompagnement social avec les travailleurs sociaux notamment, et de renforcer cette collaboration pour mieux accompagner les agents. Le choix aussi au niveau des services médecine d'avoir, alors c'était historique, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a un service de médecine professionnelle préventive et le choix de la collectivité de continuer d'avoir ce service qui nous permet d'avoir nos propres médecins, nos 2 psychologues cliniciens du travail, donc avec le double profil, des infirmières, et qui permet d'assurer le suivi médical des agents, l'accompagnement classique et aussi médical renforcé en fonction des métiers, mais aussi des agents, notamment les bénéficiaires d'obligation d'emploi, et d'avoir ce suivi avec les travailleurs sociaux, avec notre référent handicap, tous ces acteurs-là au sein de la même direction et en collaboration avec la direction des ressources humaines. La collaboration, donc ce que j'évoque, c'est que la collaboration avec la direction des ressources humaines qui est étroite, avec des réunions spécifiques, j'y reviendrai, et puis d'être aussi à l'écoute des agents et des managers, parce que nous, on considère vraiment que la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, enfin, c'est l'affaire de tous. On n'est pas, on est les acteurs principaux, mais après, c'est vraiment une affaire qui concerne, enfin, un sujet où on ne peut pas agir de manière sectorisée ou cloisonnée. Ouais, c'est vraiment transversal et décloisonné. Et c'est ça qu'on veut impulser. Donc là, dans ce slide, je décline la mission de la direction que j'ai abordée par l'intermédiaire de la présentation de l'organisation, donc avec le suivi forcément médical des agents, la prévention de tous les risques professionnels avec
l'agent chargé des fonctions d'inspection, les conseils de prévention, donc vraiment de mener un travail étroit entre ces deux équipes, à connotation plus médicale, à connotation plus de prévention des risques. Et ça fonctionne très bien, ça permet d'avoir voilà, une amélioration des conditions de travail, d'aménagement des postes plus étroites, aussi grâce au développement d'un réseau d'assistants de prévention dans l'ensemble des services et des directions, ce qui permet d'être au plus près des agents. Et on a notamment fait le choix aussi que les conseils de prévention dans les très grands pôles soient rattachés directement auprès des DGA, des directeurs généraux adjoints, ce qui permet voilà, d'associer les managers. C'est une illustration de notre volonté d'associer les managers dans cette amélioration de la qualité de vie au travail. Un accompagnement adapté, donc pour différentes raisons, et je rejoins ce qui a été présenté au niveau de la ville de Pontoise. Il y a des points communs. On est sur des. C'est pas la même échelle au niveau d'un gros département comme le vôtre, mais c'est vrai qu'il y a quand même des points communs. C'est au niveau des modalités, peut-être des fois de mise en œuvre, qu'il y a des choix un peu différents qui ont été pris, mais on se rejoint sur la volonté nécessité d'avoir un accompagnement adapté lorsque on a des difficultés personnelles, que ce soit pour l'ordre financier ou pour d'ordre psychologique, notamment en cas d'agression, parce que je pense qu'il était fait allusion avec certains suivis psychologiques ou d'autres faits qui peuvent faire qu'on a besoin de proposer un accompagnement. Et donc c'est pour ça qu'on a deux psychologues dans ma direction. La nécessité d'être là pour le maintien et le retour à l'emploi en collaboration avec la direction des ressources humaines. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important à la fois pour recruter mais aussi pour fidéliser et poursuivre la collaboration entre la collectivité et les agents. Et l'axe handicap, donc avec un référent handicap, et que nous on essaie d'étendre, de développer cette politique en direction des aidants, donc, où avec on voit qu'on a une évolution forte, où les fonctionnaires ne sont pas différents des autres salariés, où on se retrouve en France, mais un peu plus large, plus général, où on se retrouve confronté à avoir son rôle professionnel, professionnel à assumer, mais aussi à côté à devoir assurer le rôle de prise en charge d'un enfant handicapé ou d'un parent qui commence avec l'âge aidant à avoir un besoin d'un accompagnement plus présent. Voilà. Et donc, on essaie de développer aussi des dispositifs du conseil en direction de nos collaborateurs qui sont concernés. La politique prestation sociale, donc là, ça permet d'aller sur le sujet de la conférence. Une politique de prestation sociale donc, en faveur du personnel. Alors, nous, on distingue un peu trois niveaux de prestations. Donc, le cœur des prestations, pour nous, on va retrouver la restauration, effectivement, où l'importance de bien manger pour bien travailler. Ça joue. Et forcément, si on aide bien-être au sens large du terme. Voilà, et donc d'aider financièrement à pouvoir bien se restaurer. Et effectivement, ça participe à l'amélioration du pouvoir d'achat des agents. Ça a un effet indirect et direct, mais même si le premier n'est pas forcément celui-là. Et l'importance après des mutuelles santé et prévoyance, on se rejoint. Et nous, je trouve l'importance qu'on... C'est un sujet qui nous tient tellement à cœur que l'année dernière, on a revalorisé de manière conséquente les participations employeurs qui sont attribuées aux conventions de participation que l'on propose. Et donc maintenant, on arrive pour les deux risques, à la fois la santé et la prévoyance, à 40 € brut mensuels d'attribuer aux agents, parce qu'il nous semble important que les agents puissent bien se soigner. Ça participe au maintien à l'emploi, au maintien de leur état de santé. Mais le niveau d'augmentation, il a été de quel ordre? Très important. On était de 16 €, de 15 € à 40 €. Oui. Ça a été plus que doublé. Donc, plus que doublé. Donc on est sur un effort très significatif. Oui, le coût financier pour la collectivité doit être
Oui, ou être conséquent, mais c'est un choix. choix. C'est-à-dire que par rapport à l'enveloppe budgétaire que l'on consacre aux prestations sociales au sens large, on a considéré, après un dialogue avec les organisations syndicales, qu'effectivement, c'était un sujet clé pour les agents de pouvoir bien se soigner, d'avoir une bonne couverture, de pouvoir en bénéficier, et aussi d'insister aussi sur la prévoyance, parce que les situations les plus dramatiques qu'on a accompagnées financièrement et de trouver des solutions avec eux, c'est souvent les agents qui malheureusement ont un pépin de santé, qui sont arrêtés, qui sont en congé longue durée, voilà, et qui en plus n'avaient pas pris de prévoyance et se retrouvent à mi-traitement. Et donc là, avec le coût de la vie en Ile-de-France, ça devient très très difficile. Donc c'est pas une amélioration du pouvoir d'achat, mais ça permet de faire un maintien du pouvoir d'achat lorsqu'on a malheureusement un pépin dans la vie, accident ou maladie qui nous éloigne du travail et de la possibilité d'être rémunéré à 100%. Je reviens sur la question d'un internaute qu'on a eu tout à l'heure. Là, on revient sur Pontoise. Je suis désolé, on quitte quelques instants les Hauts-de-Seine. Donc, mutuelle unique pour tous les agents, point d'interrogation, avec des tarifs négociés avantageux, point d'interrogation. Alors, tarif négocié avantageux, ça dépend de beaucoup de choses et je pense qu'il y a toujours plus avantageux du point de vue de l'agent. Par contre, effectivement, il y a plusieurs, c'est une mutuelle qui est identifiée, mais par contre, il y a plusieurs, on va dire, niveaux. Il y a le niveau de base et puis après, on peut prendre comme des options. Enfin, voilà, on a plusieurs niveaux qu'on peut proposer aux agents et c'est eux qui choisissent le niveau de remboursement. Je ne sais pas si j'ai la question. J'ai une autre question. Une convention de participation est-elle possible avec toutes les mutuelles? Non. C'est-à-dire qu'au niveau des mutuelles, il y a deux choix. Soit, j'ai fait référence après sur le décret du 7 novembre 2011, mais on a la possibilité de proposer la labellisation ou de proposer une convention de participation. Donc nous, c'est un domaine où là, on n'est pas sur on gère un régie, je vais revenir sur la mutuelle, mais ça ne nous a pas exclu de collaborer avec le CIG Petite Couronne, où on a donné mandat pour déterminer, mutualiser les risques, parce qu'on est quand même sur le domaine de l'assurance, donc mutualiser les risques, on a estimé que ça permettait d'avoir une meilleure offre, tant financièrement qu'au niveau du contenu de l'offre, tant en santé qu'en prévoyance, notamment d'exclure les questionnaires santé, afin de réduire les délais de carence, etc. Et donc la mutualisation avec le CIG nous a permis d'avoir des conventions de participation pour je ne sais plus ce que je voulais. Excusez-moi. La question, c'était mais je vous avouerai, il va falloir façon qu'on avance. C'était, je vous avouerai, je l'ai plus à l'écran. Oui, donc la labellisation pour nous, grosso modo, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on considérait qu'on était l'agent tout seul face aux différents opérateurs et que la convention de participation en mutualisant et en menant une concurrence, mais ce que ça fait, on s'est mutualisé avec le CIG, ça permettait d'avoir une meilleure offre à leur proposer. Et ça nous permet aussi, nous, avec les travailleurs sociaux, d'avoir un opérateur qui permet aussi d'accompagner tout le long lorsque le pépin survient, notamment par la prévalence. Et après les loisirs, rapidement, donc là on retrouve tout ce qu'on a, billetterie, loisirs, location, etc. Oui, juste une chose, alors je vous demande d'accélérer, moi-même j'en rajoute, je suis un peu contradictoire. Vous ne passez pas par le CNAS. Non, nous, ce que j'ai expliqué, c'est que nous, on a fait le choix de pouvoir faire votre propre panier, puisque effectivement, les échanges avec le CNAS, par exemple, j'ai vu qu'effectivement, eux, ils sont obligés de proposer la même politique de prestation à l'ensemble de leurs adhérents. Donc, si nous, on voulait mettre en place un dispositif particulier à nos agents, ce n'était pas possible. C'est forcément le conseil d'administration du CNAS qui doit valider, ça s'appliquerait à l'ensemble des membres. Je continue. Donc, la seconde question aux internautes. Votre objectif est-il de revaloriser le pouvoir d'achat des agents via les prestations d'action sociale? Avec quelle solution? Et donc, à nouveau, il vous est proposé plusieurs options. Donc, on va les laisser répondre et nous, on peut continuer. Donc, oui, je vais aller
essayer d'accélérer. Donc l'idée, c'est que les prestations sociales, effectivement, ça participe à l'amélioration des conditions matérielles des agents. Ça, je pense que c'est un fait. Ce que je proposais, c'est de rappeler le cadre juridique avec parmi les textes, l'article 9 de la loi du 13 juillet 83 qui mentionne cette faculté donnée aux collectivités et dans quel but. L'article 88-1 aussi de la loi du 26 janvier 84 qui sont très liés. Puis le décret du 8 novembre 2011 qui aborde le sujet plus particulier de la protection sociale complémentaire. Les effets, pour nous, je pense que c'est une reconnaissance de l'employeur vis-à-vis des agents par rapport à l'investissement, leur implication. C'est une expression de la cohésion, de la solidarité au sein de la cohésion, puisqu'on est sur des prestations sociales. Donc, c'est une forme de solidarité qui est exprimée entre agents. Et donc, pour un département, la solidarité, c'est quand même sa mission principale. Donc, c'est une déclinaison pour nous qui est logique. Le bien-être des agents, donc, je pense qu'on se rejoint sur la présentation et je ne vais pas répéter ce qui a été dit et je rejoins que l'importance du bien-être des agents qui participent à l'investissement, à la qualité du travail et donc à la qualité du service public rendu. D'où le lien avec les autres composantes de votre direction, parce que prime abord, on peut se dire c'est étonnant avec les prestations d'action sociale, mais finalement, et tout ça a une cohérence, parce que c'est vrai que de voir la médecine préventive à côté des prestations d'action sociale, on peut se dire mais c'est bizarre de mettre ça dans la même direction. Et effectivement, la façon dont vous l'expliquez, c'est totalement cohérent. Le pouvoir d'achat, donc effectivement, l'effet de cette politique, c'est le pouvoir d'achat qui prend la forme de subventions, de chèques cadeaux, de réductions. Soit des salles de sport ou autres. Et donc augmentation du pouvoir d'achat, oui, mais il faut quand même rappeler qu'on a des conditions juridiques à respecter, que ce soit une délibération, si on se réfère à l'article 88-1, il faut une délibération de collectivité qui fixe les prestations, de prendre en compte la situation individuelle de l'agent et ne pas considérer les prestations sociales comme un complément de rémunération. Et là, je renvoie à l'article 9 de la loi du 13 juillet 83 qui nous borde là-dessus, d'être vigilant, de ne pas mettre en place une sorte de régime indemnitaire déguisé. L'URSSAF, tout ça, serait aussi... Je rappelle qu'il y a des précautions à prendre, l'idée de l'URSSAF pour la collectivité, pour l'agent. Je vous donne le résultat de la seconde question qui était, je vous la redis, votre objectif est-il de revaloriser le pouvoir d'achat des agents via les prestations d'action sociale et avec quelle solution? Donc, le titre de restaurant toujours en première position, 60%. Les bons d'achat, chèque cadeau, 30%. Le chèque emploi service universel, 40%. La carte carburant, 40%. Carte pressing, 0%. Une petite réaction à chaud. Je pense que la carte carburant, je ne sais pas, c'est peut-être plus des réponses, notamment en province. Je pense que c'est quelque chose qui doit être très très important pour la mobilité, que nous on a la chance d'avoir beaucoup de mobilité, de transport en commun. On participe aussi. Et on participe beaucoup. Ça peut être lié, effectivement. Oui. C'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, disons. Oui. Ok. Donc, dans ma présentation, comme je disais, après les prestations sociales ne suffisent pas pour être attractifs. Donc là, je vais rejoindre des éléments qui ont été présentés précédemment. Donc, il y a d'autres facteurs d'attractivité. La qualité des projets professionnels qui sont proposés et les moyens pour les mettre en œuvre. Donc, on vient aussi pour le... C'est là où je trouve qu'il y a vraiment un point commun dans vos présentations. Je trouve parce que là, vous êtes vraiment sur les mêmes positions. Excusez-moi de vous interrompre. On vient pour un projet. L'importance de cette politique RH beaucoup plus étoffée. Et donc là, on voyait la dernière gazette où les atouts de la fonction publique pouvaient être notamment par rapport au recrutement contractuel avec l'essence des missions qui pourraient être confiées avec cette notion de service public, qui est un facteur d'engagement éventuellement pour des contractuels, la possibilité de confier des responsabilités dans le public que peut-être dans le privé on n'aurait pas forcément un statut équivalent, et le prestige à la fois de la collectivité, des missions qui sont confiées. Voilà, c'est un peu ce thème-là. Bon, après, il ne faut pas être dupe, la politique de rémunération rentre aussi en ligne de compte lorsqu'on veut être attractif. Donc, d'avoir un IFSE, donc un régime indemnitaire adapté, qui tienne compte des métiers, des responsabilités
pour être attractif par rapport aux métiers concernés, par rapport à la formation et pour vous, dans le cadre du confiées. département, c'est important parce que vous avez pas mal de métiers techniques ou effectivement avec une et social, et médico-social, et administratif. Il y a tout. Dans les métiers sont nombreux, mais je voulais dire des métiers où c'est parfois plus compliqué. Je pensais les métiers techniques où il y a une forte concurrence du privé, où effectivement ils peuvent les payer. Donc, quand vous parlez de l'indemnité, effectivement, là, c'est un facteur important. Alors, je ne sais pas si c'est toujours suffisant, mais c'est vrai que c'est des outils dont vous avez vraiment besoin en plus. Et ça donne en tout cas, nous, l'avantage qu'on y a trouvé, c'est que ça donne une clarté de la politique de rémunération, du régime indemnitaire donné aux agents, et avec une cotation des postes qui permet aussi, une fois que quand l'agent est dans la collectivité, aussi pour le fidéliser, mais de se faire son parcours professionnel, puisqu'il a, dès le départ, la connaissance que tel poste, il a telle cotation, et donc c'est telle responsabilité, mais ça lui permet au niveau rémunération d'escompter tel bénéfice. Donc le SIA, l'important, c'est aussi d'avoir un SIA de manière suffisante pour valoriser la manière de servir, les objectifs atteints. Ça, c'est très important. La politique de formation dès la prise de poste, donc ça, c'est quelque chose qu'on apporte une attention, et tout au long de la carrière, avec une unité parcours professionnel qui permet d'accompagner les agents pour évoluer au sein de la collectivité ou dans leur carrière, effectivement, au sens large. Et on a pu avoir des agents aussi qui ont quitté la collectivité, qui sont revenus après une collectivité encore plus riche de leur expérience à l'extérieur. La qualité du management avec la récente mise en place d'une université du management qui se veut être de développer une culture du management partagée au sein de la collectivité avec des valeurs communes entre managers et sur les 4 rôles pilotes, animateurs, visionnaires et développeurs vis-à-vis des agents. Donc c'est quelque chose qui est très important pour la collectivité, où on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens humains pour mettre en place cette université de management qui vient il y a un mois de prendre son envol et qui concernera 600 managers dans la collectivité. Donc c'est vraiment un axe fort de notre politique ressources humaines. Et un cadre de travail de qualité, moderne, innovant. Donc là, ça passe par le fait que notre siège, nous on a fait un choix d'avoir le siège social dans un bâtiment de prestige qui est Paris La Défense et l'Arena, d'avoir des transports, développer une politique de soutien aux transports en commun pour avoir des transports en commun développés sur notre territoire qui permet aussi de faciliter l'accès au travail, d'avoir de nouveaux locaux plus modernes, plus innovants, qui permet et des outils de travail dans les salles de réunion, mais aussi favoriser le nomadisme avec le télétravail, les postes informatiques adaptés. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments techniques et logistiques et bâtimentaires et de transport qui permet de développer l'attractivité. Et donc pour être attractif, même si on fait ça, c'est important de le communiquer, de le valoriser pour avoir des candidatures et fidéliser. Donc là, la marque employeur qui permet de valoriser au niveau des offres d'emploi, les rendre plus attractifs, plus visibles vis-à-vis de l'extérieur, tant vis-à-vis des fonctionnaires que du privé, avec le rôle de l'identité de la collectivité, avec les valeurs innovation, proximité et solidarité de la collectivité, qui sont des valeurs fortes, et de pouvoir aussi donner des kits, notamment aux directions, qui permettent d'avoir des actions vis-à-vis dans les écoles, pour aussi communiquer sur nos emplois. Les labels, je passe vite, c'est vrai qu'il y a différents labels qui commencent à émerger, qui permettent de valoriser la qualité de vie de travail qui est développée par les collectivités. Des événements internes et externes, et effectivement externes pour aller dans des colloques, des forums pour expliquer, porter au-delà des murs les métiers qui sont proposés, et internes effectivement pour bien accueillir. L'importance déjà de bien accueillir les agents dans la collectivité, avec une matinée de nouveaux arrivants et après une matinée d'intégration où on a notre élu du personnel, notre directrice déjà de service, et mon DGA et le directeur des ressources humaines et moi-même, on vient présenter la politique de la collectivité, la politique ressources humaines. Voilà, c'est un signe fort pour nous d'avoir ce moment d'échange avec les agents, et puis d'autres moments effectivement plus convivial, d'arbre de Noël, ou forum des agents, etc., de vœux qui permettent. Et après, les accompagnements individuels, on a évoqué sur les parcours professionnels, situations complexes, voilà, tout ce qui peut être fait pour accompagner les agents.
Un grand merci. C'est vrai qu'on arrive doucement vers la fin, mais on a plein de questions. Donc, on va essayer quand même. Alors, une question, ça va être rapide dans la réponse, et vraiment pour vous, Stéphanie Berruet. C'est combien d'agents à la ville de Pontoise? Oui, il y a des gens. Il y a des fiches qui sont en train de se préparer là. On a à peu près 500 agents permanents et environ 700 fiches de paye parce qu'on intègre tout ce qui est animateur ou les petits contrats. Une question plus générale un peu sur tout ce qu'on vient d'aborder. J'ai peur que ça soit très compliqué de répondre à cette question. Existe-t-il des cartes ou des référentiels pour savoir quelle ville est plus attirante? Donc, comme si on avait… Ça bien faire un sondage. Oui. À une époque, la Gazette avait fait un supplément de comparatif entre les collectivités. Voilà. Après, c'est l'attractivité aussi de la région, on va dire. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être liées. On disait les locaux, quand on peut avoir des locaux modernes, etc. J'imagine que quand les sites ruraux, c'est un petit peu plus difficile. Et puis voilà, nous, c'est le cas. On ne peut pas avoir à faire des grands travaux. Il y a des choses qui sont difficilement comparables vu la situation géographique, c'est sûr. Sur les politiques RH quand même que vous avez décrites, il y a des choses possibles, mais c'est vrai qu'un benchmark et surtout un classement en tant que tel… Et puis à temps réel, la problématique c'est à temps réel de l'actualiser. C'est ça la problématique. Oui, puis il faudrait vraiment interroger toutes les collectivités parce qu'il y a des petites collectivités qui font beaucoup de choses et qui méritent d'être mises en avant aussi. Et j'ai envie de vous dire qu'on a l'inverse, des fois de grosses collectivités qui font des choses, mais pas énormément. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Donc, désolé, peut-être une petite frustration, mais là, c'est un peu complexe. Alors là, une question très précise. Là, ça pourrait faire une webconf en tant que telle. Donc, je vous la cite quand même sur le CIA, dont on a parlé tout à l'heure avec vous, Stéphanie Berruet. On nous demande les critères, les modalités de mise en œuvre, avoir des exemples concrets. On pourrait faire difficile. Voilà. Ça nous donne des idées. On parlait pendant des heures, mais là, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est vrai que c'est les déclinaisons du RIP7 qui sont en train de se mettre en place. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de besoins de Ce qu'il faut se rappeler réellement là-dessus, c'est que le CIA est plutôt lié à la manière de service et à l'engagement professionnel. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Les critères, après, ils peuvent être divers, mais se rappeler qu'on est vraiment sur une prime d'engagement liée finalement à l'entretien annuel et à l'année passée. Mais nous, on associe la campagne annuelle d'actualisation du CIA à la campagne annuelle des entretiens professionnels qui vont avoir une cohérence entre les… Et j'ai une dernière question spécifiquement pour… Il y en a d'autres, mais malheureusement, on ne pourra pas tout aborder, mais une pour vous, Michel Lucin, sur… ça intéresse quand même cette notion de gestion directe, effectivement, d'avoir laissé tomber le statut associatif. Donc, vous avez évoqué que ça permet plus de professionnalisation. Et la question est, quel est le profil des agents qui s'occupent de ce service? En fait, c'est l'équipe précédente. C'était l'équipe précédente. En fait, on avait des agents publics qui étaient mis à disposition de l'association. Donc, c'est cette équipe-là qui a réintégré la collectivité. On a mis fin à la mise à disposition. D'accord. Et donc, c'était une équipe qui connaissait bien les prestations, son domaine d'activité, qui a juste dû retransférer les modalités de mise en œuvre du modèle associatif à réintégrer avec les règles liées à la fonction publique et au droit public des territoires. Voilà, mais le fait d'être partie intégrante, comme vous disiez tout à l'heure, de la collectivité, ça, même si c'est les mêmes personnes, peut-être que le mode de fonctionnement est pas tout à fait le même. Il a fallu les accompagner, puisque si on prend avec la comptabilité, entre la comptabilité privée et la comptabilité publique, c'est pas les mêmes règles. Même s'ils étaient tenaient compte des règles de marché public, ils s'en inspiraient, c'était pas tout à fait les mêmes règles. Et puis il y a dans une très grande collectivité, effectivement, on a une petite structure, une quinzaine de personnes qui fonctionnaient de manière relativement autonome, et que là, quand on a une grande collectivité, on s'appuie sur des ressources au sein de direction. Je pensais aussi aux autres activités de votre direction, parce qu'effectivement, la façon dont ils fonctionnaient avant, ils étaient totalement lointains, c'était pas leur préoccupation. C'était des locaux en plus à part géographiquement, et donc là, ils font partie intégrante ils sont au même étage, on est au même étage, l'ensemble des services sont au même étage, et ça permet d'avoir des réunions quasi quotidiennes. D'accord. On a déjà dépassé un peu, donc il y a quelques questions que malheureusement on ne pourra pas poser. Bon, ça nous donnera l'occasion d'autres web conf. Juste pour vous redire, comme je vous avais dit au début, que vous recevrez
des internautes, vous recevrez un mail d'ici quelques jours pour un replay effectivement de cette webconférence pour la regarder et la re-regarder. Elle sera également mise en ligne sur le site de VK. Je tenais à remercier donc notre partenaire Edenred et également vous dire que dans la suite, vous dire quand exactement, je ne sais pas, mais dans la suite de cette webconférence, vous aurez à nouveau une question comme on a eu là durant la webconférence, une question spécifique sur l'utilisation de certaines prestations d'action sociale et en particulier celle sur les tickets mobilité et les tickets formation. Voilà, un grand merci à vous deux. Désolé pour les aspects qu'on n'a pas pu aborder et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.